Bonjour encore. Alors, Hélène vient de regarder vers l'avenir. Lorsque j'avais fait le calcul de mon temps, j'ai décidé que je n'avais pas le droit de regarder vers l'avenir dans ma présentation à moi. Mais vu qu'elle a fini 2 minutes plus tôt, je vais vous dire avec la fin. Les entrevues qu'on a faites au Québec sont encore en cours. On a fait des entrevues jusqu'en 2019 avec les gens avec qui on va parler, de qui on va parler maintenant. Et on continue avec des nouveaux projets, en plus de la continuité avec les travailleurs qu'on rencontre actuellement, en regardant particulièrement les conseillers en orientation, les représentants syndicaux de première ligne, et on est intéressé aussi à avoir non seulement des avocats d'employeurs, parce que nous, nos informateurs clés, ce sont des avocats d'employeurs, mais aussi des employeurs eux-mêmes. Alors ça, c'est pour les 5 prochaines années. Moi qui pensais prendre ma retraite, ça ne sera pas pour tout de suite. À moins que la relève est là, s'il y a quelqu'un qui veut prendre ma place, là, je ne dis pas non. OK, alors, ce que je vais faire dans cette deuxième présentation, c'est de regarder le droit à la réadaptation du point de vue des victimes, des personnes, des victimes de lésions professionnelles qu'on a rencontrées. Et au lieu de leur dire le droit, eux, ils nous disent leur expérience pour mieux élucider l'application réelle du droit au Québec. Et j'ai quatre exemples à vous présenter. Et j'ai choisi les expériences emblématiques. Si vous portez attention, il y a 4 cas qui sont complètement différents, des fois plus heureux que d'autres au niveau des issues. Et la faute, si on peut parler de faute, des mauvaises expériences est très différente d'une entrevue à l'autre. Alors, on a tendance des fois à dire « Ah, la CSST, pas moi, là, mais disons qu'on entend ça. Et c'est beaucoup plus nuancé que ça, parce que des fois, c'est l'employeur, des fois, c'est même pas l'employeur, mais c'est la structure du donneur d'ouvrage qui s'est protégée. Donc, c'est même pas l'employeur réel du travailleur qui crée le problème. Et des fois, ça va bien. Alors, je n'ai pas voulu oublier le fait que des fois, ça va bien. Et il faut que je dise aussi que j'ai fait toutes ces entrevues, mais la vaste majorité avec Camille Lantier-Riopel, qui était là avec moi pour me garder structurée et organisée. Et on a recruté nos gens au Québec à la fois via nos différents partenaires, mais aussi via Kijiji. Parce que dans mes expériences passées, c'est important de trouver des gens qui n'ont aucun lien avec, que ce soit un syndicat ou que ce soit avec l'UTAM, parce que les dossiers, lorsque ça va très, très bien, ils ne rencontrent jamais ni leur syndicat ni l'UTAM. Là, ils se promènent tout seuls, ils vivent dans leur expérience et ça peut aller, qui fait en sorte que c'est important aussi de se rappeler que dans beaucoup de cas, sans doute dans la majorité des cas, les gens qui font des réclamations après un accident de travail réclament à SNEST et ça va bien. Les gens, par définition, lorsqu'on est juriste et lorsqu'on fait des entrevues avec des organismes de défense des droits, les gens dont on entend parler, c'est les gens qui ont des problèmes. Alors, Émilie, c'est quelqu'un qui était content de son sort. C'est une brigadière. On l'a trouvée à Kijiji. Elle a répondu. Elle travaillait sur appel comme brigadière scolaire à Montréal. Et une chose que je dois vous dire, c'est que tous les noms sont des pseudonymes. C'est vrai aussi pour Hélène, évidemment. Toutes ces entrevues sont dépersonnalisées. Et c'est pour ça aussi qu'on ne parle pas, on ne nomme pas les employeurs, même si des fois c'est très tentant de pouvoir dire c'est qui l'employeur. Alors, Émilie, elle est brigadière scolaire. Elle se fait frapper par une voiture. Elle travaille sur appel. Elle fait en moyenne 20 heures par semaine de travail. Elle répond à notre invitation. On passe l'entrevue avec elle. Elle n'a pas eu de difficulté à avoir ses prestations. Elle a été payée assez rapidement. Elle est blessée, mais pas gravement blessée. On n'a pas le diagnostic comme tel parce que contrairement aux autres cas où on avait les jugements aussi, qu'on regarde pour compléter les histoires des travailleurs, ici, il n'y avait pas de jugement parce que tout s'est bien passé. Elle était sur des indemnités pendant 4 mois et retourne au travail chez son même employeur, puis elle est heureuse de sa vie. Et il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a quand même au Québec un bon régime. Et lorsqu'on est avocat, notre spécialité, c'est d'écouter les problèmes. Les gens ne viennent pas voir les avocats pour dire comment ça va bien. Mais il y a des gens qui sont très satisfaits. Dans son cas à elle,
Ce qu'elle n'a pas eu à faire et qu'elle aurait eu à faire en Ontario, elle n'a pas eu une assignation temporaire. Tu sais, les brigadières scolaires au Québec, on décide qu'en béquille, on ne va pas t'installer à faire traverser les gens avec un banc. Alors qu'en Ontario, c'est le genre de choses qu'ils font, où ils font venir au travail les personnes qui travaillent pour des agences, qui travaillent de la construction, ils les amènent pour s'asseoir dans le bureau de l'agence pendant la journée. Au Québec, on n'a pas vu ça dans ce cas ici. N'était pas assigné d'une manière temporaire. Il y a eu 4 mois de prestation, légèrement plus élevé que son salaire. Alors là, les employeurs auraient pu rouspéter, mais légalement, c'est son droit. Et au bout de 4 mois, elle est retournée à son même travail, puis elle n'est pas traumatisée, elle n'a pas de problème de santé mentale, et ça s'est bien passé. Je passe maintenant à l'histoire de Mehdi, et je vais vous conter, j'ai quelques diapos de citations, mais je vais vous conter l'histoire de Mehdi en premier. Alors, Mehdi, c'est un travailleur issu d'immigration qui travaille à temps plein au salaire minimum pour un employeur multinational et à temps partiel pour un autre employeur grand et qui se blesse, c'est manutentionnaire, il se blesse en faisant son travail de manutentionnaire. Il se blesse au dos, il dit immédiatement à son superviseur qu'il s'est blessé au dos, il dit aussi à un de ses collègues qu'il s'est blessé au dos. La CSST, au début, ça va, il reçoit ses traitements de physio pour commencer, mais là, il reçoit un téléphone de son agent qui dit « Mais votre superviseur dit que vous avez menti. » Un peu les histoires de mensonges que Hélène a rapportées aussi. Vous avez menti parce que le superviseur, lui, était en vacances cette journée-là. Et donc, ça ne se peut pas que vous avez déclaré votre accident à votre superviseur et on n'accepte pas votre réclamation, même si on a une présomption de l'article 28 qui est là. Alors, Mehdi, ce qu'il nous dit, il dit, premièrement, là où je travaille, il y a la surveillance, il y a des caméras partout. Ils ont juste à regarder la caméra pour voir que le superviseur est là. Mais la CSST n'a pas fait enquête et bon, on peut se poser la question, est-ce qu'elle a l'obligation de faire une enquête comme ça ou est-ce qu'elle doit présumer le bonne foi des personnes qui répondent à ces questions? Mais tout ça pour dire que 15 mois plus tard, Mehdi a son audience à l'époque à la CLP. Et là, le superviseur est sous serment, puis il ne se rappelle plus s'il était en vacances. Alors, 15 mois plus tard, l'acceptation, peut-être quelques jours même, c'est très vite pour la CNP, c'était en bas d'un mois pour avoir un jugement. Et là, on dit, oui, vous avez droit à la physio et vous avez droit à vos prestations rétroactivement. C'est un homme avec 4 enfants et une femme à charge. Alors, il avait complètement dilapidé ces peu d'épargne qu'il y avait. Et là, il arrive, il reçoit des soins. Un deuxième élément qui arrive. Okay. Le deuxième élément qui arrive, c'est qu'il doit contester de nouveau parce que son niveau de salaire, il y a 2 jobs, puis on tenait compte de juste un des 2 emplois au début, puis il finit par réussir à avoir des prestations qui correspondent à ses gains réels. L'employeur, dans ce dossier-là, alors Mehdi est allé 2 fois en appel. L'employeur est allé 7 fois en appel. Il a contesté tout à répétition. Il y a des BEM multiples, le bureau d'évaluation médicale avec des avis qui contredisent le médecin traitant et tout. Il a même contesté une décision. La CSST a voulu que Mehdi voie un psychologue parce qu'à un moment donné, il commençait à aller vraiment pas bien. Et Mehdi, lui, a dit, mais ça ne me tente pas, c'est dans ma culture, on ne fait pas ça et tout ça. Puis l'agent a dit, vous allez voir un psychologue, c'est vraiment important pour vous. Une décision qui confirme qu'il y a droit au psychologue, l'employeur conteste ça. Il développe éventuellement des problèmes sérieux de santé mentale, l'emploi conteste ça. Et il conteste premièrement pour dire, c'est pas relié à l'accident, c'est relié au retard dans l'accès aux soins. Ce qui n'était pas pire comme argument, étant donné que le retard était attribuable au mensonge du superviseur. Alors, tout ça pour dire que Mehdi ne va vraiment pas bien au moment où on fait l'entrevue. Et c'est une des rares personnes que j'ai rencontrées dans toutes les études que j'ai faites qui est reconnue, article 47 dans notre jargon, qui est reconnue inapte à tout travail et dans la quarantaine. Et là, il dit, alors là, j'explique, il m'explique tout ça, et après 5 ans, en 2016, il est reconnu inapte à tout travail. Et là, je dis, mais l'employeur, il a contesté cette décision.
Et il dit non, là il n'a pas contesté la décision. Parce qu'il contestait toujours. À chaque fois, je vois un médecin, il me donne un traitement, et peu importe, il conteste, il m'envoie un autre médecin, une autre expertise, un autre, jusqu'à ce que le 5 ans est terminé. Alors, le 5 ans, c'est le regard de l'expérience au niveau du financement. Et cette grande entreprise n'a plus d'intérêt économique à contester Mehdi, qui est maintenant inapte à tout travail et qui recevra, il est dans la quarantaine, au moins 20 ans de prestations d'IRR, à cause du fait qu'on l'a vraiment brisé à ce niveau-là. Alors, j'ai demandé est-ce que ça a aidé le psychologue, puis il dit ça a aidé, mais ça a été comme, c'est le problème, madame, c'est que tout était comme en retard. C'est comme si j'étais comme épuisée dans tous les côtés. Et elle a essayé de m'aider, mais c'était trop tard. Et nous, comme juristes, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'il y a des contestations, ça retarde l'accès aux soins, ça retarde l'accès aussi aux bénéfices. Des fois, les gens se ramassent à l'aide sociale. Et on ne pense pas, lorsqu'on forme des juristes, de penser à l'impact sur la santé des justiciables dans l'éventualité où on fait une contestation, puis c'est important d'y penser. Et là, bon, il y a son IRR jusqu'à 68 ans, jusqu'à 65 ans, puis après ça, on le réduit un peu jusqu'à l'âge de 68 ans. Puis il dit, je ne suis pas content. Il m'indemnise maintenant en permanence. Je ne suis pas content. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une vie? Tu restes comme ça? Regarde, reste comme ça 24 heures devant la télé. Est-ce que tu es content? Non. Alors, juridiquement, les juristes disent, mais j'ai gagné ma cause, et je ne parle pas de son cas à lui, mais là, je suis allée chercher son IRR jusqu'à 68 ans, mais du point de vue de l'individu, il se pose la question aussi, est-ce que c'est vraiment bon pour lui? Est-ce que c'est ça? C'est mieux qu'être sur l'aide sociale jusqu'à l'âge de 68 ans, on s'entend, mais il y a des répercussions. Et lorsque je lui ai dit, mais je l'ai remercié beaucoup d'avoir participé à l'étude, il dit, je veux que tout le monde comprenne. Si de l'accident de travail, j'ai eu un traitement convenable, peut-être 1 mois, 2 mois, je suis au travail. Maintenant, je suis à la maison et j'ai toujours peur. Maintenant, quand il fait trop froid, trop humide, j'ai peur de la marche. Et c'est vraiment ça, sa réalité. Et je vais vous dire un petit... Il ne fait pas le lien, lui, mais c'était une entrevue de 2 heures, celle-là. Un de ces épisodes, c'est qu'il fait moins 30. Et le monsieur vient d'un pays du Sud. Il fait moins 30, il n'y a pas de voiture, il est inapte à conduire une voiture. Il appelle la SNES parce qu'il est encore convoqué pour une évaluation par son employeur pour déclencher une autre BEM. Puis il dit, je ne peux pas y aller. Puis ils disent, on va couper vos bénéfices si vous n'y allez pas. Il est allé, mais lorsqu'il dit, j'ai peur, le froid, moi j'ai pensé à ça. Lui, il ne parle pas de ça. Mais il est allé, ça il a pris comme 3 heures pour se rendre chez ce médecin pour déclencher. Et ce sont les genres de choses qu'on ne voit pas du point de vue des travailleurs lorsqu'on dit, mais on va faire un BEM, ça va aller comme ça. C'est une bonne gestion de dossier, peut-être pour un bureau qui représente un employeur, mais il y a des conséquences invisibles pour les personnes qui agissent. Alors, je vous ai parlé dans l'introduction au niveau de la judiciarisation de notre régime. Ça, c'est un extrait d'un tableau dans un article qu'on avait publié en 2016. Au Québec, les réclamations avec perte de temps en 2013, c'était 67 000 cas, selon la SNES, la CSST de l'époque. En Ontario, 54 000, parce qu'il n'y a pas beaucoup de perte de temps à cause du fait que l'assignation en Ontario est vraiment très agressive. Le nombre de BEM, et il faut comprendre c'est quoi un BEM. Alors, le médecin traitant, son opinion, lit la CSST sur 5 enjeux, et l'employeur ou la CSST qui veut le remettre en question peut aller chercher une deuxième opinion de médecin. Donc, le travailleur voit un deuxième médecin. Et là, si le deuxième médecin est en désaccord avec le premier médecin voit le désaccord et s'il persiste dans son opinion, ça va au bureau d'évaluation médicale. Alors, pour chaque BEM en question, on a 3 évaluations médicales. Au Québec, en moyenne, entre 2010 et 2013, il y avait au-delà de 10 000 BEM. En Ontario, il n'y a pas de BEM. Ça n'existe pas. Mais le prix qu'on paye, c'est qu'en Ontario, le médecin traitant est complètement ignoré par le WSIB. Donc, ils n'ont pas besoin de deuxième opinion. Ils vont décider en fonction de ce qu'ils pensent.
Alors, nous, et dans l'article, on le dit très clairement, on veut que notre médecin traitant lit la CSST. C'est une bonne mesure. Même les avocats patronaux que j'ai interviewés étaient d'accord avec ça. Il faut dire que je n'ai pas interviewé 200 avocats patronaux, mais plusieurs quand même, et qui étaient d'accord avec ça. Mais la judiciarisation, c'est une réalité qu'on a, et vous noterez que la majorité, plus de 2 tiers de ces BEM sont déclenchés par les employeurs. Le nombre de nouveaux appels au tribunal d'appel dans cette année-là, c'était 30 000 au Québec et 5 000 en Ontario. Alors, la judiciarisation de notre régime est claire, mais en même temps, les travailleurs que j'ai rencontrés, moi, j'ai lu leur jugement aussi, et on est très content qu'ils ont un droit d'appel viable au Québec. Alors, on ne veut pas remettre en question le droit d'appel non plus. Alors, son message final, tout ce qui m'intéresse, je ne veux pas que d'autres personnes subissent la même chose. C'est ça que je veux. La vie est trop courte quand on passe le temps à courir derrière les profits. Il faut regarder l'humanité, nous sommes des humains, avant de comprendre à chaque décision, à chaque signature, à chaque lettre. On regarde comme on a parlé un dossier, on regarde c'est une humaine que j'ai maintenant, je traite un humain, pas un dossier. Et c'était important comme message pour tout le monde dans le régime, du côté des représentants des travailleurs, du côté de la SNEST, du côté des employeurs, du côté des médecins qui signent ces papiers. La troisième histoire que je veux vous conter, un instant parce que j'ai... OK, je suis correct. L'histoire de Mathieu. Et l'histoire de Mathieu est un peu plus courte pour mes fins d'aujourd'hui. Mathieu est un camionneur qui adore son travail. Il se blesse gravement dans un contexte où, si c'était en dehors du contexte d'un accident de travail, il y avait une poursuite civile possible, parce que lui, il travaillait pour une agence de travail temporaire. Il était livreur pour une très grande compagnie qui avait créé son agence de travail temporaire juste pour elle. Alors, elle a créé une ou peut-être plusieurs, parce que je n'ai pas exploré la question, compagnie à numéro pour l'embauche de ses salariés. Donc, ce ne sont pas les salariés de la grande compagnie, ce sont des salariés de cette compagnie à numéro. De l'autre côté, il livre des biens que je ne vais pas identifier chez des très grands employeurs, des multinationales, qui ont un quai de déchargement défectueux depuis 6 mois. Puis il se plaint depuis 6 mois, puis son agence se plaint depuis 6 mois, puis la grande compagnie se plaint depuis 6 mois, puis il arrive ce qui arrive, il se blesse sérieusement, il ne pourra plus jamais être camionneur. Il espère d'être camionneur, mais probablement il ne pourra plus être camionneur comme tel. Alors, son histoire, c'est une histoire qui finit mieux que l'histoire de Mehdi, mais qui est quand même problématique, parce que lui, après 15 mois, il était là avec sa femme. Et on l'a interviewé tous les deux. Et après 15 mois, son agence, donc son vrai employeur au sens juridique, lui offre une assignation temporaire qu'il adore. C'est un salarié où le système fonctionne. L'assignation temporaire est censée promouvoir la réadaptation du travailleur au Québec, c'est dans la loi. Et lui, c'était vraiment un cas classique où ça a aidé sa réadaptation. Il est en réadaptation, en assignation temporaire, dans un travail qui respecte ses limitations, puis en même temps qui lui permet d'être actif. Et toute la théorie en retour au travail pour comment éviter la chronicité, c'est appliqué dans son cas-là. La loi marche pour lui. Au bout de 9 mois, le grand boss, si on peut parler ainsi, la directrice de ressources humaines de la compagnie mère, lui fait venir pour dire « On s'excuse, votre superviseur s'est trompé, il n'est pas censé vous offrir du travail avant que ce soit complètement guéri. » Ce qui est complètement faux dans le droit québécois. Mais lui, bon, c'est le grand boss qui dit ça. Et donc, ils mettent fin à l'assignation temporaire, l'envoient en évaluation médicale, reçoivent un BEM comme quoi il est inapte au travail de camionneur et il le congédie. Alors, lui, il perd l'emploi qu'il adore. Il n'y a pas d'accommodement possible au sens de Caron à ce moment-là. C'est avant qu'on soit dans la belle époque de Caron. Alors, on verra si c'est si beau que ça. Mais cet après-midi, disons, c'est avant 2018. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il commence à déprimer. Alors, ses bénéfices recommencent, il est payé et tout ça. Puis, et lui et sa femme disent, il est vraiment en train de péricliter au niveau de sa santé mentale. Et finalement, il va être admis en réadaptation, on va déterminer un emploi convenable, il va chercher et trouver, je ne l'ai pas réinterviewé après ça, alors je n'ai pas les détails,
Il occupe actuellement un emploi convenable qu'il a trouvé, qui est le même que celui qui était déterminé, mais il est encore en contestation parce qu'on a surévalué sa capacité de gain par rapport à ce qu'il était capable de dénicher. Alors, c'est encore une cause en cours. Donc, c'est une histoire ici où c'est vraiment la structuration économique de l'entreprise qui a mis en chaos notre régime d'incitation de promouvoir des bonnes pratiques. Troisième exemple, et là, c'est qui prend les décisions, c'était ça ma conclusion pour Mathieu, la relation triangulaire compromet l'efficacité des incitations économiques qui visent à promouvoir le retour au travail et l'expérience d'indemnisation, donc le financement, les coûts des prestations de Mathieu, qui va être beaucoup plus élevé parce qu'il n'était pas en assignation, est imputé à l'agence, qui est une coquille vide dans son cas à lui, mais n'affecte pas le dossier de financement de l'entreprise cliente. Et le troisième cas, c'est le cas d'Ali. Le quatrième cas, c'est le cas d'Ali. Et ça, c'est vraiment une entrevue qui était très importante pour moi. Camille était avec moi pour cette entrevue aussi. Et la question est de savoir, est-ce que le droit protège les accidentés du travail de la discrimination? Alors, on a plusieurs régimes juridiques qui sont mobilisés dans le cas d'Ali. On commence, Ali, son histoire, c'est une personne qui parle un français impeccable, qui vient de la francophonie, d'un pays francophone, je ne veux pas identifier personne, d'un pays francophone. Et, bon, mais son français, c'est pas difficile, meilleur que le mien, mais vraiment, son français est impeccable. Il a un doctorat de son pays dans un domaine qui est recherché par les employeurs québécois. Il arrive au Québec pour trouver de l'emploi et il finit par dénicher un travail comme, pour une agence de travail temporaire comme agent de sécurité. Okay, c'est un gars avec un doctorat. Il y a une urgence là où il travaille et il court, il tombe en bas des escaliers, il se blesse et de ce fait, il n'est plus capable de faire son emploi d'agent de sécurité. Il est envoyé directement parce que c'est clair qu'il est inapte à retourner au même travail. L'employeur se comporte correctement dans son cas. Il n'y a rien à redire sur son employeur dans le cas d'Ali. Mais ce qui arrive, c'est qu'on l'envoie en réadaptation et la première chose, c'est qu'on l'envoie à une conseillère en orientation. La conseillère en orientation a travaillé avec lui pendant plusieurs mois et trouve que s'il trouve un emploi, ce que ça doit être assez rare, trouve une offre d'emploi, mais à la condition qu'il suit un cours pour adapter son expérience de son pays à la réalité québécoise. Puis un cours existe. Ce n'est pas un autre doctorat, c'est un cours d'en bas d'un an, dans ce premier temps. Et il arrive voir à la SNEST et la CSST dit non. Et c'est ça les mots d'Ali, son plan individualisé de réadaptation pour un précaire. Il dit, pourquoi j'ai travaillé 3 ou bien 4 mois avec une madame que vous payez, puis elle a dit prendre des cours, puis vous dites non. Pourquoi vous faites ça? Elle a dit, écoute, nous, on est une boîte d'assurance. Une assurance d'une Mercedes, ce n'est pas la même chose qu'une assurance d'une Toyota. Lui, il dit, moi, je ne coûte pas cher au système. J'ai gagné 21 000. Ils n'ont pas à dépenser de l'argent pour moi. Mais une personne qui gagne 60 000 ou bien 70 000, elle coûte cher au système. Pour ça, on donne un cours, on donne tout. Pourquoi? Parce qu'il coûte cher au système. Donc, c'est comme si je suis une ferraille, OK? Une vieille voiture qui a répondu à un appel d'urgence, puis par la suite, j'ai rien. Alors, l'histoire d'Ali continue. Premièrement, sur ce point-là, vous avez vu dans la première présentation, j'ai parlé de l'article 181. Notre loi dit que la Commission assume le coût de la solution appropriée c'est important, la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché. Et dans nos recherches juridiques, on fait l'analyse de la jurisprudence sur la détermination des emplois convenables. Et pour les travailleurs, notamment issus de l'immigration, qui sont surqualifiés par rapport à l'emploi, et s'ils travaillent au salaire minimum, alors qu'ils ont un doctorat, le premier réflexe semble être de dire on va essayer de faire en sorte qu'ils puissent de nouveau travailler au salaire
minimum. Mais là, lorsqu'ils sont handicapés, déjà, ils étaient l'objet de discrimination. Ça devient encore plus difficile de trouver quelque chose. Mais on peut plaider, et c'était le cas d'Ali aussi, on peut contester cette décision-là. Nous, les avocats, on dit, mais il n'y a pas de problème, on va en appel, on va dire que ce n'est pas une solution appropriée pour un gars avec un doctorat, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse maximiser ses chances d'être employé. Alors, ça, il y a un argument juridique. Mais qu'est-ce qui arrive à... Et c'est une très longue histoire, mais je ne compterai pas toute l'histoire. Il va en appel, il finit par avoir des ententes, il y a des négociations hors cours et tout ça. Et finalement, à un moment donné, il développe aussi un problème de santé mentale qui sera reconnu par la CSST ou en appel, par le tribunal administratif du travail. Alors, au moment de mon entrevue avec lui, il est inapte au travail, est en IRR encore, et il avait trouvé un cours et il avait commencé un cours de cégep qui était pour lui permettre d'être plus employable dans son domaine. Et là, il aimait ça, il a commencé son cours et il dit, ça faisait quelques semaines qu'il avait commencé, puis il dit à un compatriote, ça va mieux, et son agent était au courant de tout ça. Et là, son compatriote lui dit, mais écoute, toi, tu es handicapé, tu as déjà fait une réclamation à CSST. Les emplois dans le secteur où tu recherches l'emploi, ils font toujours passer des examens d'embauche et des questionnaires d'embauche. Ils n'embauchent jamais des accidentés du travail. Alors, Ali nous explique qu'il lâche son cours. Alors, c'était vraiment son issue qui aurait pu lui permettre de s'en sortir. Il lâche son cours sans parler, ça me dotait la personne. Et moi, je réagis en disant, mais c'est contraire à la charte, l'article 10 et tout ça. Et on arrive... quelques semaines après, et je ne vais pas, vous pouvez me dire si vous voulez, mais ça c'est tiré du Journal de Québec, le scandale de l'Université Laval qui fait passer des questionnaires d'embauche depuis 8 ans. L'Université Laval, ce n'est pas le plus petit employeur ni le moins bien instruit, on peut dire ça comme ça. Et pour faire une histoire courte, on découvre en bout de piste, après plusieurs manchettes du Journal de Québec et Journal de Montréal, que dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur municipal, dans beaucoup de secteurs privés, en plus des secteurs publics, on applique les mêmes questionnaires d'embauche. Vous voyez le type de questions scandaleux. C'est les Médicis qui a fabriqué ces beaux questionnaires. Et une des questions, la question Rich, juste pour vous donner une idée, avez-vous déjà présenté une réclamation à la CSST? Si oui, détaillez à la page 2. Alors, disons, et ça c'est une des questions, mais est-ce que vous avez déjà à quand date votre dernier avortement? C'est vraiment des questions assez spéciales. Alors, Médicis, ça existe. Moi, j'ai pris ça sur Internet et c'est le questionnaire de Médicis en question. Alors, les questions juridiques qu'on se pose, et je ne rentre pas ici dans les détails juridiques, mais on a un article qui est soumis, qui est sur ça. Alors, à quoi ça sert les employeurs de faire des examens? Parce que c'est illégal. On sait que l'article 18.1 de la Charte dit que c'est interdit. La Commission des droits de la personne est interviewée par le Journal de Québec. Il dit que c'est complètement illégal. Alors, les grandes entreprises, pourquoi ils utilisent ces questionnaires d'embauche? Officiellement, ils disent parce qu'on veut mieux accommoder le candidat. Hein? Alors, pour le prochain avortement, on veut être prêt. Tu sais? Mais en tout cas, c'est ça qu'ils disent. Mais lorsqu'on regarde la jurisprudence où on retrouve les faits associés à ces questionnaires d'embauche, l'article 326, l'employeur obérait injustement parce que le travailleur a menti au moment de son embauche. 329, travailleur handicapé, on peut transférer les coûts. L'article 27, si la personne ment au moment de son embauche, il peut perdre tout droit au bénéfice dans certains cas. Et possibilité d'invoquer la rupture de lien de confiance. Ça, c'est juste un extrait de l'article 27. C'est le juge qui dit, et c'est la tendance minoritaire, Dieu merci, du TAT, mais c'est quand même une tendance. Cette omission de déclarer à l'employeur la présence de limitations fonctionnelles constitue un geste volontaire du travailleur. Lors de son témoignage, il affirme qu'après l'accident de travail de 2010, sa candidature a plusieurs fois été refusée parce qu'elle était barrée, laissant ainsi entendre qu'il déclarait ses limitations fonctionnelles. Le tribunal comprend que cette fois, il a décidé de ne pas le faire. Et le tribunal renverse la présomption et dit parce que c'est de la négligence grossière et volontaire d'avoir menti. Et
là, on sait, et là, je ne m'attarde pas là-dessus, mais la jurisprudence de la Cour d'appel dit qu'un mensonge à l'embauche sur sa condition de santé peut justifier un congédiement. Et là, enfin, les informateurs clés, on a fait des entrevues de groupe avec 8 représentants de nos syndiqués. Expérience cumulative d'au-delà de 200 ans. Là, on était pas mal de cheveux gris autour de la table. Pas tous, là, mais presque. Et j'apprends, consigne de la part de certains conseillers en réadaptation de ne pas dévoiler votre lésion professionnelle, même que certains ont dit, mais des agents peuvent dire, mais si vous dévoilez, ça veut dire que vous ne voulez pas vraiment un emploi, donc vous ne cherchez pas vraiment votre emploi. S'ils ne mentent pas, ils ne sont pas embauchés. S'ils mentent, ils seront congédiés. Et personne dans toute mon entrevue a soulevé la charte. Moi, j'ai posé la question, et la charte? Et il y avait une personne, une fois, qui avait mobilisé la charte, et c'est une avocate qui est maintenant chez un syndicat, mais lorsqu'elle représentait les gens non syndiqués, il n'y en avait pas. Et je vais conclure juste avec un portrait. Je suis arrivée avec mon petit bagage en Ontario pour faire mes entrevues, puis j'ai voulu savoir si ça se passait de même en Ontario. Et j'avais des bonnes idées que ça ne se passait pas de même pour des raisons que, si vous me posez la question, je vous dirai pourquoi, mais pour le moment, je ne dis pas. Alors, plusieurs juges, entre autres, que j'ai interviewés en Ontario, et en anglais, ils disent « We would come down like a ton of bricks on that kind of thing, and we don't see them very often. » Alors, on va fesser comme une tonne de briques sur des comportements de cette nature-là. Alors, moi, j'ai dit « C'est quoi une tonne de briques? » Il dit « Mais on va réintégrer la personne. Si on peut démontrer que c'était à cause de ça qu'il a perdu son emploi ou qu'il n'a pas été retenu, il y a à la fois le salaire rétroactif, mais aussi 15 à 25 000 de dommages moraux et exemplaires qu'on donne. Et là, je conclus avec ceci. Notre droit québécois, et c'est mon opinion, rend la discrimination basée sur le handicap rentable pour les entreprises. Et s'il y a quelque chose à régler, il faut commencer par ça. Mais il y a plusieurs choses à régler. Et moi aussi, je remercie à la fois toutes les personnes qui ont participé aux entrevues et aussi le CRSH, l'ICRES et nos personnes qui nous ont financés. Merci.